Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans une nouvelle émission de la politique Samba. C'est la dernière fois nous étions à Rio, à côté du fleuve Carioca, à Rio de Janeiro. Cette fois ici, nous sommes au château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, mais au cœur de Paris. Donc, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est le château d'eau? Ce merveilleux pays est connu et réputé par ses 1061 cours d'eau, d'accord, avec les fleuves les plus connus comme les fleuves Niger et le Sénégal. Donc, je voudrais vous inviter à connaître la République de Guinée, connue par tout le monde comme la Guinée-Conakry. Avec ses 245 000 mètres carrés, environ 246, et avec ses 12 millions d'habitants, c'est un pays divisé en 4 zones géographiques: la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Sur la Basse-Guinée, je confonds, la Basse-Guinée, c'est la zone maritime avec 300 km de façade, la Moyenne-Guinée avec la zone montagneuse, la Haute-Guinée avec de la savane et la Guinée forestière avec des forêts respectivement. Pourquoi je vous détaille sur la géographie? Parce qu'il s'agit, la Guinée est considérée un scandale géologique. Justement, cette expression qui est décrite dans l'ouvrage d'Ibrahima Sori Ndiaye. Pourquoi cela? Parce qu'il y a une grande richesse de sol et de climat. C'est pour ça aussi que la population est très investie dans l'agriculture, environ 70%. Cette richesse aussi est aussi linguistique. Malgré que les Français soient devenus la langue officielle après le régime de Sékou Touré, il existe une dizaine de langues locales. Parmi ces langues, il y a les Maniké, les Peul, les Soussou, les Baga, les Guézé, les Kissi, les Konyagi, les Landouma, les Nanlou, les Thomas. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît, si je n'ai pas tout cité, parce qu'on devrait consacrer qu'une émission par rapport aux langues présentes sur le territoire. Au-delà de la richesse climatique et culturelle, il s'agit aussi d'un pays très riche en ressources naturelles. C'est-à-dire que 2 tiers de la bauxite mondiale se trouve en Guinée. Vous savez ça? Moi, je ne savais pas non plus, donc on apprend tous les jours. Je voulais aussi vous dire qu'il y a aussi de l'or, de diamants, de pétrole fischer, de titane, de nickel, de calcaire. Et sans oublier qu'il y a aussi les indices d'uranium, de cuivre et de colbert. Ce secteur de ressources naturelles représente environ 80% de les recettes de l'État d'exportation, mais que 15% du PIB guinéen. Et là, comme on a parlé des richesses géographiques, des climats, de tout ce que vous avez pu entendre sur les ressources naturelles de ces beaux pays, nous avons rencontré, échangé avec une des perles rares, parce que c'est un pays de pierres, en fait, des richesses, une des perles rares de la diplomatie africaine, avec votre Excellence, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Amara Camara. Monsieur Amara Camara, il est diplômé de droit par le Panthéon-Sorbonne. Il a une carrière connue et reconnue par ses pairs à l'UNESCO et aussi très appréciée par ses compatriotes. Donc j'étais étonnée quand j'ai discuté avec des Guinéens. Je disais, connaissez-vous votre ambassadeur? J'écoutais qu'il y a des éloges. Depuis 2011, elle est devenue ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de ces merveilleux pays. Et justement, vous, votre Excellence, qui vous avez toujours refusé des postes ministériels, vous avez accepté de représenter votre pays à l'étranger. Et depuis, justement, je tiens à souligner que depuis 2010, la Guinée, elle est présidée par Alpha Condé, qui a été élu et réélu par suffrage universel. Je vous remercie énormément d'avoir accepté de cette émission. Et justement, dans votre mot d'investiture en tant qu'ambassadeur, vous avez parlé que la Guinée était un grand chantier à ciel ouvert. Pourriez-vous nous expliquer aussi quel est le rôle de la bonne gouvernance pour que cela avance? Merci beaucoup, merci infiniment de permettre de parler de mon pays, qui est une de mes passions. Ça a toujours été une passion pour moi de servir mon pays du mieux que je peux. Ce pays si méconnu, qui on confond les Guinées. La nôtre a une histoire particulière. Cette histoire date de 1958, la façon dont on a acquis l'indépendance. Et aussi, pour ne pas parler politique, aussi par les potentialités que nous avons, que vous venez d'évoquer. On ne peut pas avoir toutes ces potentialités et être dans les derniers rangs de l'indice de pauvreté, l'indice humain de développement, le PNUD. La raison est simple, vous l'avez résumé en un mot, c'est la gouvernance.
Un pays comme le mien, bien géré, n'aurait pas besoin d'un centime de l'extérieur. Aujourd'hui, avec ce que vous avez cité, depuis avant l'indépendance, on exporte notre bauxite à l'état brut. 200 $ environ la tonne. Il suffisait de passer à l'alumine pour passer à 2000 $ la tonne. Ça dit 10 fois plus. Ça n'a pas été fait. Nous avons 20 milliards de tonnes de réserves, la deuxième plus haute teneur au monde. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas exporté la moindre cargaison. Nous avons eu des problèmes avec Rio Tinto, avec Steinmetz, mais les richesses sont là. Mais tout ça serait scandaleux si on n'avait pas plus de 6 millions de terres fertiles. Le premier scandale, il est agricole. Qu'un pays comme le mien importe du riz, même à 300 400 000 tonnes, c'est un scandale. Avant l'indépendance, un des gouverneurs français voulait faire de la Guinée le grenier de l'Union française, de toutes les colonies françaises qui mangeaient du riz. Parce que nous avions ces potentialités-là. Ça n'a pas été fait. Ça veut dire que nous avons un grand potentiel. Tant qu'il restera potentiel, les populations n'en profiteront pas. Et pour cela, il faut impérativement une bonne gouvernance à tous les échelons. Dans votre discours d'investiture, vous avez également parlé sur les partenariats mutuels bénéfiques pour la Guinée. Quels sont les partenariats entendus? Pourquoi y aller en Guinée? Pourquoi il faut s'associer en Guinéen? Qu'est-ce qui prévoit le Code des investisseurs de 1995? Et combien de temps il faut créer une entreprise? Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller en Guinée? Déjà, il faut prendre son avion. En bateau. Commencer par avoir son visa à partir de nos services consulaires. Il y a tellement de potentialités qu'on a toutes les régions. C'est pour ça que j'appelle la Guinée un pays d'opportunités. Quand vous avez autant de potentialités, tout est à faire, que vous avez la volonté, vous avez la connaissance, en plus vous savez gérer, venez en Guinée. On a créé une agence pour la promotion des investissements privés qui s'appelle la PIP. On a créé un guichet unique. En 72 heures, vous avez tous vos documents, vous avez votre entreprise et vous pouvez démarrer. C'est ça aussi, depuis 2010, nous nous battons pour faire ça, pour faciliter l'investissement, que nous soyons gagnants-gagnants. Quand je vous parlais tout à l'heure que nous n'avons pas besoin d'aide, en fait, il suffit qu'il y ait des investisseurs sérieux qui viennent, ils ont leurs profits, nous avons nos profits, et c'est avec ces profits que nous améliorons les conditions de travail de nos populations. Ces populations qui vivent sur ces richesses, mais qui n'en profitent pas. Parce que notre bauxite qui est exporté, 80% d'exportation, en quoi ça profite dans l'assiette du Guinéen moyen? C'est ça l'objectif. Il faut que ça retombe dans l'assiette du Guinéen moyen. C'est en ça que nous nous battons, ça aussi pour lequel nous nous battons. D'accord. Et si on va en Guinée, il faut s'associer avec un Guinéen? On n'est pas obligé de s'associer. Et quels sont les secteurs prioritaires, en fait? Tout est prioritaire. Pour moi, si je devais faire une priorité, ce serait que nos populations mangent à leur faim. Avoir des périmètres irrigués. Quand vous avez l'espace, vous avez l'eau, qu'est-ce qui reste? Labourer le sol, il est fertile. Donc, il faut commencer par ça. Ceux qui s'intéressent aux mines ont une palette de possibilités. Ça va du fer aux indices probants d'uranium, aux indices probants de pétrole offshore, alors aux diamants qui sont exploités. Mais il y a aussi tous les services, les différents services sociaux, les hôpitaux, les écoles, les infrastructures, l'énergie, que les gens ont l'électricité qui se déroute pour aller d'un point à un autre, développer notre chemin de fer qui existait, qu'on a dilapidé, alors qu'on peut reconstruire. Ça draine un certain nombre d'activités tout le long du chemin de fer. Donc, ce pays d'opportunité ne demande qu'à accueillir les investisseurs. Et avec ces 300 km de façade maritime, la pêche, ça peut être un secteur de l'avenir? Elle est déjà un secteur du présent. On a un ministère de la pêche et de l'aquaculture qui a des recettes intéressantes, qui aussi
pour être davantage développé, mais qui est produit, qui fait partie de recettes importantes. Et puis aussi, ça nourrit la population, surtout sur la Basse-Côte. Ce que j'avais bien compris, c'est que malgré sa richesse naturelle, la Guinée, elle est très dépendante d'hydrocarbures encore. Elle n'est pas autosuffisante. Comment vous voyez les possibilités d'affaires dans ces domaines-là? Les possibilités déjà, c'est d'obtenir des permis de recherche, de forage. Comme il y a des indices probants, c'est de donner ces blocs ont été identifiés. Mais d'ici là, il faut bien que les véhicules, tout ce qui marche à l'énergie fossile travaille. Nous pouvons faire, moi je suis un panafricaniste comme mon président. J'ai toujours pensé que nous pourrions avoir des synergies avec des pays africains producteurs de pétrole. Ceux qui produisent du pétrole vendent à prix compétitif à ceux qui n'en ont pas, qui en échange donnent ce qu'ils peuvent pour avoir des synergies de développement pour nous permettre d'avancer. Bon, ça viendra sûrement parce que ce sont des choses qui se font, mais d'ici là, d'ici que nous ayons notre raffinerie, que nous ayons la première goutte de pétrole qui sorte de notre sol ou notre façade marine, d'ici là, malheureusement, il faut qu'on importe des hydrocarbures. Et si des compagnies brésiliennes ont l'intention d'investir dans l'hydrocarbure, nous sommes preneurs. Et la monnaie de la Guinée, c'est les francs guinéens. Absolument. Vous voyez que les francs, c'est un atout en francs économiques. C'est un atout. Est-ce que c'est pas un sujet qui fâche? Non, ce n'est pas une question qui fâche du tout. Vous savez, nous avons créé notre monnaie en 1960. Contraint et forcé. Parce que nous avions les CFA comme nos voisins. Un des premiers complots, ça a été de noyer notre pays de fausse monnaie pour couler l'économie. On ne devait pas être pris à la gorge. On a créé notre monnaie. Avec les potentialités que nous avons essayé de consolider sa valeur, de lui donner une valeur monétaire pour permettre la circulation de l'argent et réserver un compte de devise qui nous permettait d'avoir la relation commerciale internationale. Aujourd'hui, c'est plus de 50 ans après, c'est nous qui avions raison. C'est une des revendications de l'Afrique francophone aujourd'hui, c'est de revoir les conditions du CFA. Il y a un grand débat. Ce débat-là, il faut qu'il ait lieu. Moi, je ne connais pas de mineurs de plus de 50 ans. Plus de 50 ans, on sait ce qu'on veut. On peut se gérer, on doit se gérer. L'Afrique doit se prendre en charge. Je ne suis pas en train de dire je suis contre ou pour le CFA. Je veux que mon continent ait sa monnaie. Elle est capable de la soutenir. Et nous avons commencé ça en 60, contraint et forcé. D'autres l'ont fait. Le Nigeria a son naira, la RDC a sa monnaie, la Gambie a sa monnaie. Donc nous pouvons faire les choses ensemble. Nous pouvons le faire. Nous en avons les moyens. On a les ressources humaines pour gérer notre monnaie. Donc, CFA ou dollar ou autre chose, et réfléchissons africains. Partons du Cap à Nouakchott pour se dire qu'il est possible de le faire. Partons de Conakry jusqu'en Éthiopie pour voir ce qu'il est possible de faire. L'Éthiopie arrive bien à soutenir sa monnaie. Il n'y a pas de raison. Vous savez, tout ça est une question de gouvernance, aussi de souveraineté. Quand vous n'êtes pas libre de gérer vos ressources monétaires, il y a quelque chose qui reste à faire. Et sur cette question, justement, quand j'ai parlé de la Guinée, parce qu'on confond Guinée-Conakry avec Guinée-Bissau et Guinée équatoriale, l'histoire de la Guinée-Conakry est très intéressante parce qu'elle reste toujours pionnière. Comment vous voyez les rôles géopolitiques de la Guinée-Conakry pour la promotion de la paix envers ses pays voisins? Vous voyez, avant d'être président de l'Union africaine, notre président s'est engagé dans la crise gambienne. Il a joué un très grand rôle, je ne dis pas qu'il a été le seul à le faire, mais c'est un homme qui pense africain partout où il est, et c'est ce qui a permis de régler la crise gambienne sans effusion de sang. Quand il y a eu des mutineries en Côte d'Ivoire, il s'en est inquiété. Il est impliqué à plein dans la crise libyenne. C'est pour vous dire, la recherche de la paix, elle est constante chez lui.
Et le fait d'être président de l'Union africaine pour cette année 2017, il va marquer de son sceau de cette partie-là que nous n'avons aucune raison, nous sommes perdants en se faisant la guerre. C'est plutôt dans la paix qu'on va arriver à satisfaire les besoins primaires de nos populations. Il défend justement l'intégration économique par les biais d'abord par les pays africains. Parce que nous sommes de l'école de Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, le plus grand panafricaniste. Nous nous sentons chez nous, partout en Afrique. Seuls quelques Africains n'ont pas compris que nous avons un destin lié, et que c'est ensemble qu'on réussira. Donc, nous pouvons échouer individuellement, mais pour réussir, il faut qu'on soit ensemble. Ce continent n'est pas l'avenir, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Et ça, on a les moyens humains, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a les ressources qu'il faut. C'est nous qui avons l'eau, c'est nous qui avons les populations jeunes, c'est nous qui avons le soleil, c'est nous qui avons l'énergie renouvelable. C'est chez nous que ça se passe. Donc, si ces potentialités-là, si on a une Afrique consciente de sa valeur, qu'elle se prenne en charge, c'est en ça que le président a dit en Côte d'Ivoire dans son discours qu'il faut couper le cordon ombilical. Et on doit le couper parce qu'il y a plus de 50 ans d'indépendance. Il est temps qu'on se prenne en charge. Une chose que j'avais compris aussi, que 80% des entreprises guinéennes sont présentes à Conakry. Comment vous voyez, quelles sont les opportunités de faire à l'intérieur du pays? Parce que l'urbanisation à outrance dans toutes les capitales africaines, vous avez ce phénomène. Il y a d'énormes potentialités à l'intérieur de notre pays, parce qu'on a 4 régions naturelles, comme vous l'avez dit. L'or et le diamant se trouvent en Haute-Guinée. Vous avez des ressources minières en forêt. Vous avez des possibilités d'élevage et d'exploitation avec les montagnes que nous avons au Fouta. Vous avez la pêche en basse-côte. Nos savanes nous regorgent de rizières et d'élevage. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Cette métropole ne demande qu'à être développée pour fixer les populations qui aimeraient rester sur place que d'aller chercher du travail à Conakry. Pourquoi Conakry? Parce que c'est un port. Si on avait le train ou une autoroute qui allait de Conakry à Kankan, à Zérékouré, à Sigiri, à Labé, ou des avions qui faisaient la navette quotidienne, ça changeait complètement la donne. Donc, pour conclure, vous savez très bien qu'il y a quel océan qui nous a séparés, entre guillemets. Vous pouvez montrer que la politique samba, vous pouvez danser la samba avec elle? Non, j'ai tellement dansé dans ma vie, pas seulement la samba, que je laisse à la jeune génération de prouver. Mais ce que je dois dire à nos amis brésiliens, c'est qu'ils ont des frères de l'autre côté qui sont solidaires de ce qu'ils font. Ceux qui sont partis nous ont laissé le cœur meurtri. Un jour, j'espère que les Brésiliens se reconnaîtront en nous, qu'on se reconnaîtra les Brésiliens. Samba.